Un lieu où le temps n'était pas simplement observé, mais fermement pris en main, pour lui dire quoi faire. Voilà, c'est avec cette phrase assez incroyable qu'on commence. Ça nous plonge tout de suite dans un univers où le temps, ce n'est pas juste un truc qui passe, c'est quelque chose qu'on peut carrément maîtriser. Et ce lieu, il a vraiment existé. Regardez, c'est la fabrique d'horlogerie de G.W. Linderoth, en plein Stockholm. Elle a été fondée en 1844 par un certain Gustav Wilhelm Linderoth, et c'était bien plus qu'une simple usine. C'était vraiment le cœur battant de toute une révolution horlogère en Suède. Un endroit où, en fait, on ne faisait pas que fabriquer les horloges, on façonnait littéralement la ponctualité de tout un pays. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en Suède, en pleine révolution industrielle, chaque minute commence à avoir de la valeur. Et à ce moment-là, les horloges, disons qu'elles n'étaient pas top. Imprécises, pas fiables et souvent assez moches. Gustav Linderoth, lui, il ne s'est pas contenté de se plaindre. Non. Il s'est dit « Ok, je vais régler ces 3 problèmes d'un coup ». Son but était simple, mais hyper ambitieux. Devenir l'horloger de la nation. Et forcément, avec un tel talent, les clients prestigieux n'ont pas tardé à arriver. Prenez par exemple Axel Odelberg, le secrétaire royal du roi Oscar I. Et à côté, on voit la magnifique pendule de table que Linderoth a créée spécialement pour lui en 1847. Ce n'est pas juste une horloge pour donner l'heure, c'est un véritable symbole de statut, de pouvoir et surtout de précision, en plein cœur de la monarchie suédoise. Mais attention, l'histoire de Linderoth serait vraiment incomplète si on ne parlait pas d'une autre personne, peut-être même la plus fascinante de toutes, Betty Linderoth. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, le monde de l'horlogerie de précision, c'était un club de mecs, très fermé. Et pourtant, elle va s'imposer comme un véritable génie, complètement à contre-courant. Évidemment, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ses collègues masculins, pour se moquer, la surnommaient « l'horlogère en jupon ». C'était censé être une insulte, une façon de la rabaisser. Mais au fond, ironiquement, c'était juste la vérité, une horlogère et en jupon. Alors, sa réaction face à ça, elle a été d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Hop, elle s'est coupé les cheveux, elle s'est habillée comme un homme, et elle a continué à bosser. Ce n'était même pas un acte militant, c'était juste du pragmatisme pur. Le plus important, c'était le travail. Le reste, les conventions, ça passait après. Et les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Jugez plutôt. Betty a carrément dirigé l'atelier. Elle a formé 8 femmes apprenties, ce qui était énorme pour l'époque. Elle était en charge des montres de la reine Joséphina. Elle a été nommée horlogère de la cour royale par le roi Oscar II en personne. Elle a exposé ses créations à l'exposition universelle de Londres en 1862 et, comme si ça ne suffisait pas, elle a mis au point l'un des tout premiers appareils électroniques pour mesurer la vitesse. Bref, son talent était juste indéniable. Mais l'influence de Linderoth ne s'arrêtait pas aux portes des palais royaux, loin de là. Leurs instruments étaient absolument cruciaux pour l'expansion de la Suède, que ce soit sur le plan industriel ou maritime. On parle d'une nation en plein boom qui avait un besoin désespéré de précision pour pouvoir rivaliser sur la scène mondiale. Et là, on touche à un objet absolument fondamental, le chronomètre de marine. Regardez-moi un peu la complexité de ce mécanisme. C'est une pure merveille. Il faut comprendre qu'en mer, à cette époque, le temps, c'était une question de vie ou de mort. Une toute petite erreur, quelques secondes de décalage par jour sur un de ces appareils, et ça pouvait vouloir dire une erreur de navigation de plusieurs centaines de kilomètres. Et ça, en pleine mer, ça mène tout droit à la catastrophe. Parce que, et c'est ça le point clé, un chronomètre de marine, ce n'est pas juste une horloge de luxe. C'est un instrument d'une précision folle, conçu pour ne pas être affecté par les mouvements incessants du bateau. C'était l'outil qui permettait aux marins de calculer leur longitude, et donc de savoir exactement où ils se trouvaient au milieu nulle part, en plein océan. C'était, ni plus ni moins, la clé de voûte de toute la navigation moderne. Mais cette quête de précision a aussi sa part d'ombre. Et cette histoire nous amène à ce navire, le SS Per Brahe, un bateau à vapeur dont toute la rentabilité reposait sur le respect des horaires, sur un temps parfaitement maîtrisé. Sauf que, regardez bien cette photo, prise lors de son tout dernier voyage. On le voit surchargé, bien au-delà des limites de sécurité. C'est un très mauvais présage. On est dans la nuit du 19 novembre 1918. Le navire quitte le port de Jönköping. À bord, il y a de tout. Des marchandises, l'équipage, bien sûr, et des passagers, parmi eux une famille célèbre en Suède, l'artiste John Bauer, sa femme Esther et leur jeune garçon. A priori, une traversée de routine. Du moins, c'est ce que tout le monde se disait. Il n'est jamais arrivé à destination. Le navire, surchargé, a été pris dans une tempête terrible. Il a chaviré. Il n'y a eu aucun survivant. Une véritable tragédie nationale.
Et un rappel terrible que même dans ce nouveau monde obsédé par la précision et le contrôle du temps, les plus beaux instruments du monde ne peuvent rien face à l'erreur humaine. Mais la vie continue, et l'entreprise Linderoth aussi. La tragédie n'a pas mis un point final à l'histoire. La génération suivante était déjà prête à prendre le relais, pour bâtir sur un héritage qui était déjà exceptionnel. Et voici l'homme de cette nouvelle génération, Johann Gustav Linderoth, le fils des fondateurs, dont on voit ici l'élégant monogramme. Il n'a pas seulement repris l'affaire familiale, il a vraiment perfectionné la vision de ses parents, il l'a affinée. C'est lui qui a propulsé l'entreprise vers des sommets de prestige encore plus hauts, en devenant lui aussi, comme sa mère avant lui, horloger de la cour. Alors, pour résumer un peu cette saga familiale, tout commence en 1844 avec l'ouverture de la fabrique. En 1871, c'est Johann Gustav qui prend les rênes. En 1884, il est à son tour nommé horloger de la cour. L'entreprise originelle, elle, finira par fermer en 1963 après une aventure incroyable de 119 ans. Mais ce n'est pas la fin. En 2025, le nom Linderoth est destiné à renaître de ses cendres. Et on termine avec cette citation qui résume tout. Le temps, comme toujours, continue d'avancer. L'héritage, avec un peu de chance et un mécanisme bien fait, non. C'est l'esprit Linderoth à l'état pur. Ça nous rappelle que oui, les secondes et les minutes passent, c'est inévitable, mais le savoir-faire, la passion, l'ingéniosité, ça peut traverser les époques. Et ça pose une bonne question, non ? Quel est l'héritage que l'on construit aujourd'hui ? Et est-ce que les mécanismes que l'on met en place, quels qu'ils soient, sont assez bien faits pour durer ?